que globalement la campagne s'est bien déroulée en dépit de quelques caprices pluviométriques. Et la pression parasitaire relativement a été moindre cette année. Et donc ça, c'est quand même un point important. Dans ce cadre-là, les actions habituellement menées pour accompagner les métiers agricoles ont été poursuivies. Une politique agricole, c'est toujours la continuité et des innovations qui s'ajoutent. Donc, comparativement aux campagnes antérieures, certaines actions ont été poursuivies. Je vais citer peut-être quelques-unes sans être exhaustif, bien entendu. C'est la question des subventions des engrais. Avec la Covid et la guerre russo-ukrainienne, le prix des engrais avait augmenté et depuis 4 campagnes en tout cas, ou 5, le gouvernement a fait le choix de subventionner les intrants. Donc cette action s'est poursuivie, ce qui permet aux producteurs d'avoir de l'engrais à un prix raisonnable pour pouvoir produire et gagner leur vie. Et pour faire court, aujourd'hui nous sommes à un cumul avec les subventions de l'année de la campagne en cours, à un cumul de 135,4 milliards de subventions depuis que cette dynamique a commencé. Il y a la facilitation de l'accès aux semences. Comme vous le savez, les semences, c'est un facteur stratégique pour produire. Si vous avez une bonne semence, c'est déjà une bonne part de la production espérée qui est garantie. Sur les semences végétales, je voudrais vous rappeler que le gouvernement a mis en place une ligne de 2 milliards pour les semences, pour leur production et la mise en place au profit des acteurs, que ce soit les semences ordinaires que nous avons, qu'on appelle les composites, ou les semences hybrides. Donc cette ligne-là a été maintenue et ça a permis donc de renforcer l'accès des producteurs aux semences via la Société de développement des semences et plants, SODECEP, qui a été un instrument nouveau mis en place et qui est rentré dans sa phase active, utilisant des procédures plus simples pour mettre les semences à temps au profit donc des producteurs. Donc aujourd'hui, l'ensemble de nos projets ne sont plus obligés de commander individuellement des semences avec toutes les lourdeurs procédurales qui font que les semences ne viennent pas à temps. Et ces fonds sont transférés à la SODECEP qui, en une seule commande et avec l'effet d'échelle, nous permet d'avoir des semences maintenant à des prix meilleurs et à temps. Donc cela a été donc des actions qui ont été donc poursuivies. C'est valable pour les semences animales aussi. L'insémination artificielle aujourd'hui, ça rentre de plus en plus dans nos habitudes et donc ces actions ont été donc poursuivies avec et aussi des reproducteurs performants que nous avons eus. Valable également pour les semences aquacoles. Je m'en voudrais de ne pas parler de l'aliment bétail, qui est un facteur extrêmement important. Comme vous le savez, la production animale a besoin encore de faire beaucoup de progrès. Nous sommes encore déficitaires sur ce plan. Évidemment, il y a plusieurs raisons à cela. Les questions de concurrence des produits importés, de la viande importée. Le gouvernement envisage sérieusement de rendre plus autonome notre pays pour que nous puissions manger la viande que nous produisons et s'assurer donc de la qualité. Donc, l'accès à l'aliment bétail subventionné, à l'aliment poisson est une priorité et cela a été poursuivi. La question du conseil agricole, le savoir-faire surtout, vous pouvez avoir de l'argent, de la terre, vous semez, mais il faut savoir comment on conduit. Et il faut savoir aussi faire face aux défis qui se posent durant la production. Ces défis peuvent être des facteurs liés à la pression parasitaire, ça peut être des facteurs liés, disons, au climat, ainsi de suite. Il faut un savoir-faire. Et donc, le conseil agricole, c'est un point stratégique. Nous avons intégré, grâce à l'appui du ministère de l'Économie et des Finances,
le conseil agricole dans les programmes nationaux de développement des filières. Et donc cette dynamique a été poursuivie, tout comme l'accompagnement des projets hors budget national, hors PIP, qui aussi font du conseil agricole. Donc la fonction régalienne de l'État nous oblige à les accompagner, à les suivre. Dans ce volet-là, nous l'avons aussi donc poursuivi. La question de facilitation au financement des activités agricoles avec le FNDA, cette dynamique a été poursuivie. Aujourd'hui, globalement, si on fait l'effet cumul depuis 2020, c'est globalement près de 10 500 projets agricoles qui ont été financés au profit des acteurs privés, avec un financement correspondant environ à 85 milliards à peu près. Donc cette dynamique a été poursuivie durant la campagne donc, qui est en cours. Les kits de mécanisation. Et nous avons décidé de rendre moins pénible le travail des producteurs, c'est le travail à la roue, au coco, etc. Et donc, cet effort a continué durant la campagne. Aujourd'hui, nous sommes à un cumul de kits de mécanisation subventionnés, mis à disposition des producteurs. Et nous sommes autour de 2841 kits mis en place au profit donc des producteurs. La question de maîtrise de l'eau, ça aussi c'est un aspect important, le changement climatique. Les périodes de sécheresse sont devenues plus fréquentes. Le gouvernement a fait une option très claire de renforcer les aménagements à maîtrise totale d'eau. Donc cette dynamique aussi a été donc poursuivie. Et surtout aussi de valoriser les aménagements qui ont été déjà faits. Et ça, c'est les aménagements hydro-agricoles, c'est les retenues d'eau, c'est les forages et aussi c'est la petite irrigation que Sonama conduit. Donc ça, c'est un aspect important. L'autre action innovante, je vais dire, enfin, qui a été renforcée, ça a commencé il y a 2 campagnes, mais ça a été renforcé, c'est l'assurance agricole au profit donc des acteurs. Qu'ils vous souviennent que ça a été toujours une préoccupation. Rappelez-vous, nous avons mis en place la MAB, l'assurance mutuelle agricole du Bénin, qui a fait son chemin sans livrer de produits concrets, sans rendre de services concrets. Et le FNDA a été responsabilisé pour récupérer ce volet. On a fait une phase expérimentale avec le financement du gouvernement et l'accompagnement de partenaires. Cela a permis de faire une phase test et aujourd'hui nous sommes à une phase de mise à l'échelle qui est en cours. Donc le FNDA a poursuivi cette opération de sorte qu'environ 100 000 producteurs ont bénéficié donc de cette opération contre 11 000 durant la campagne d'avant. Donc on est en train de monter. Et sans oublier qu'on est là maintenant dans la préparation d'un grand programme qui va permettre d'élargir plus l'offre au niveau donc des acteurs. Pour ce qui est des innovations, je veux juste citer 3 points d'innovation que cette campagne a connus. C'est l'intensification de la production fourragère. Vous savez bien que le Bénin a fait le choix de passer à la sédentarisation de l'élevage des ruminants. Au regard des dégâts que la transhumance crée, que ce soit des conflits entre les hommes, les dégâts humains, les dégâts sur les cultures et toute l'ambiance sociale qui est dégradée à cause donc de cette transhumance. Et bien entendu, c'est vrai, l'État a coupé la transhumance internationale, mais à l'intérieur, le problème se pose toujours. Donc, l'État a décidé donc d'agir sur les leviers qui permettent de vraiment passer à la sédentarisation. Et l'un des leviers principaux, c'est justement la production fourragère. Et cette action s'est poursuivie à travers plusieurs opérations que nous menons, que ce soit le projet Villapel, et des projets comme COSO et autres. La mécanisation a été intensifiée. Jusque-là, l'accent a été focalisé sur, comment l'appelle-t-on, le labour. Mais la mécanisation ne s'arrête pas qu'au labour. C'est l'ensemble des maillons qui doivent faire l'objet de mécanisation. Donc à ce niveau, ça a été des phases tests de passer à la mécanisation sur les autres maillons,
que sont le séchage, la récolte, le séchage, la transformation. Donc, ce type d'actions ont été amorcés et certainement dans les années à venir, ça va prendre donc de l'ampleur. Le troisième point d'innovation que je voudrais citer, c'est surtout la question des vitroplans. On en a parlé depuis plusieurs années, et à commencer surtout par l'ananas, où nous avons eu de la dégénérescence variétale et les performances des cultures a baissé. Et je crois que la malédiction a été levée et durant cette campagne, on est passé à la phase active de la mise en place d'un laboratoire de vitroplans performant. Et ça, vous pouvez visiter à l'ADA, vous pouvez visiter donc ce laboratoire qui est aujourd'hui à un taux de réalisation très avancé et devrait normalement entrer en production concrète dès donc la nouvelle campagne qui s'annonce pour pouvoir nous produire des vitroplans, pas seulement de l'ananas, mais aussi pour d'autres cultures telles que les bananiers et tout ce qui peut se faire de façon, par migration végétative. Ce laboratoire va nous permettre donc d'avancer effectivement sur ces actions. Les priorités, globalement, sont plus ou moins stabilisées. Nous avons fait du chemin. Les défis sont cernés, sauf événements nouveaux, majeurs. Les priorités sont globalement les mêmes. Et ces priorités, c'est toujours la question de la promotion d'un nouveau type d'élevage. J'en avais parlé tantôt. Résilient, sécurisé et rentable pour les acteurs des chaînes de valeur. C'est la question de l'aquaculture, de type moderne et d'une pêche durable. Comme je l'ai dit pour la viande, nous sommes aussi déficitaires pour ce qui est du poisson. Donc beaucoup de poissons sont importés. L'idée, c'est de parvenir à réduire cela et qu'on cesse de dépenser trop de devises pour ces aspects, mais surtout de produire qualité, d'offrir qualité aux acteurs. Donc ça, c'est un aspect extrêmement important. Il y a le renforcement de la productivité des chaînes de valeur. Et ça, c'est sur tous les maillons. Production végétale, production animale, production halieutique. Par exemple, si je prends la question du lait, nous en importons beaucoup. Nous consommons du yaourt. Il y a beaucoup de produits fabriqués à base de lait. Nos vaches ne produisent pas assez de lait. L'enjeu aujourd'hui, c'est de trouver des souches qui nous permettent de produire mieux du lait. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui au Bénin, il y a au moins un acteur privé qui parvient déjà à produire autour de 28 litres de lait par jour par vache, contre une moyenne nationale qui tourne autour de 2,5 litres. Notre matériel animal ne permet pas de produire. Donc, c'est pourquoi on parle d'insémination, de l'alimentation animale, de la sédentarisation, pour pouvoir améliorer donc cette productivité. La question de la mécanisation le long des chaînes de valeur, j'ai dit tantôt que nous quittons maintenant la phase de labour pour rentrer sur les autres maillons. Cette question, c'est une question prioritaire pour notre pays. La sécurité sanitaire des aliments, c'est une priorité. Ça, c'est une priorité récurrente, permanente en tout temps. Donc, les moyens des structures compétentes en la matière, notamment la BSSA, sont renforcés. La structuration des filières, c'est les acteurs même qui se portent. Donc, cette dynamique va commencer. Les interprofessions, les organisations au niveau des maillons, cette dynamique-là va être donc poursuivie. Les infrastructures marchandes pour les questions d'accès au marché, les services logistiques, c'est une question prioritaire. Et vous savez bien que la question des pertes post-récolte, qui est une question importante, c'est un enjeu. Mais la perte post-récolte, ce n'est pas que avoir de bons silos, de bons greniers traités. Ce n'est pas que ça. C'est aussi le moment où on récolte. Donc ça, c'est un aspect important. Mais au-delà de ça, sur les voies, on perd beaucoup de produits. Si vos voies sont mauvaises, s'il y a des contrôles qui font perdre du temps
aux convoyeurs pendant plusieurs jours, les produits périssables vont pourrir. Donc ça, c'est des questions prioritaires et Dieu merci, dans l'espace UEMOA, le Bénin fait partie, le Bénin est le pays champion en termes de routes sécurisées et rapides, sans grand contrôle, sans trop de corruption, etc., de rançonnement. On a les routes les moins rançonnées de tout l'espace UEMOA. Donc, cette dynamique-là va être poursuivie. Et les questions de transformation domestique. L'économie des matières premières a échoué à enrichir le pays. Et ça va échouer davantage dans les années à venir parce que les prix des matières premières sont en train de fondre. Et donc, l'avenir, c'est ceux qui peuvent transformer. Et nous pouvons être compétitifs sur le marché des produits transformés, pendant que nous le sommes moins sur le marché des matières premières. Parce que nous pouvons gagner, parce que nous avons des mains-d'œuvre moins, plus compétitifs. Le coût de la main-d'œuvre est plus compétitif. Et sur certains aspects logistiques, au plan logistique, nous pouvons aussi gagner. La noix de cajou, exemple simple. Notre noix brute est prise aujourd'hui, exportée en Asie, transformée là-bas, vendue sur le marché européen et aux consommateurs américains. Vous voyez le mouvement du bateau fait comme ça, piqué comme ça. Mais si nous transformons ici, quand on prend nos produits finis, la noix de cajou, directement, vous voyez la distance qui nous amène en Europe, aux États-Unis. Au plan logistique, nous gagnons. Donc ça, c'est la vision dans laquelle nous devons tous nous inscrire. Sans oublier que, au-delà de ça, il y a aussi la transformation locale qui doit être renforcée, labellisée, et ça aussi, ça peut atteindre le marché international. Je crois que nous sommes le Bénin rodé en termes de distribution d'intrants. Nous avons des sociétés privées qui sont sur la place et qui ont un dispositif de distribution des intrants. Je dois admettre que ce dispositif s'est amélioré avec le temps. Il y avait des espaces où l'accès physique à l'intrant n'était pas aussi facile que pour d'autres localités, ça il faut le reconnaître. Mais avec le temps, les magasins ont été installés partout. Les produits sont rapprochés des acteurs et il suffit qu'ils se déplacent pour aller chercher. Donc il y a ce maillage du territoire national en magasin de distribution d'intrants qui est là aujourd'hui. Il n'y a que des dispositions ont été prises pour qu'une personne ne vienne pas pour racheter des intrants subventionnés et revendre après à des prix élevés aux acteurs. Donc il y a eu des normes. C'est sur la base des besoins confirmés que les gens achètent l'intrant. Donc, on a pu gommer cet aspect. C'est un aspect important, d'autant plus que depuis que la flambée des prix de l'engrais a été observée dans le monde entier, dans la sous-région ici, le Bénin est le seul pays qui parvient à avoir de l'engrais à temps pour la campagne. Le Bénin est le pays où le prix de l'engrais, subventionné bien sûr, est le plus bas. Ce qui créait donc un flux. Donc c'est intéressant pour un acteur, quand il a l'engrais subventionné à 17 000, il passe de l'autre côté de la frontière, 25 000, 30 000, tout de suite. Il fait son affaire, il rembourse. Mais ce n'est pas pour ça que le gouvernement a injecté l'argent dans cela. Aujourd'hui, quand même, le système est plus efficace. Il y a les forces de l'ordre qui sont mobilisées aux frontières, les services spécialisés qui sont mobilisés aux frontières, les acteurs eux-mêmes sont sensibilisés pour faire de l'autocontrôle, remonter les informations. Il y a les mécanismes de gestion des plaintes qui existent, que les gens peuvent utiliser pour que le Bénin puisse profiter des intrants qui ont été mis en place à prix subventionné, parce que qu'on le veuille ou pas, c'est nous-mêmes qui allons rembourser cela. Et ce n'est pas normal que nous remboursons pour quelque chose qui va ailleurs
dans d'autres pays dont les gens profitent. Et nous avons une agriculture qui, pour l'instant, est essentiellement pluviale. Il faut aborder la question avec humilité. Avec les changements climatiques qui aujourd'hui s'intensifient, qui nous perturbent les agendas, la question de la maîtrise d'eau est importante. Et quand on parle de maîtrise d'eau, ce n'est pas seulement le manque qu'il faut gérer, mais c'est aussi de temps en temps l'essai. On a eu quelques inondations qui aussi perturbent la production. Et donc, les certitudes, oui, mais nous avons aussi des limites. Mais ce qui est certain, c'est que malgré ces incertitudes, globalement, quelque chose qui se passe durant les campagnes, nous sortons la tête de l'eau. Quelle que soit l'année, au moins concernant les céréales, le Bénin parvient à couvrir au moins autour de 160% de ses besoins au terme de chaque campagne pour les céréales. Ça veut dire quoi? Que nous produisons 1,6 fois nos besoins annuels si nous devions vivre en autarcie. Donc ça, jusqu'à présent, ça n'a pas raté. Ça n'a pas raté. Donc, nous pensons que malgré les incertitudes qui peuvent survenir, ça là aussi, nous espérons que les objectifs seront atteints. Et nos prévisions ne sont pas des prévisions fantaisistes. C'est à travers des modèles que c'est fait, même si des modèles peuvent montrer leurs limites devant certains événements extrêmes. Donc c'est ça. Ce qui nous donne la certitude aussi, c'est qu'aujourd'hui, et ce n'est pas nous qui le disons, le Bénin aujourd'hui dispose de l'agriculture la plus performante de l'espace CEDEAO. Ça, c'est un aspect important. Ça, c'est une évaluation indépendante, mais au niveau africain. Tous les pays concernés. Encore mieux, nous sommes 5e au plan africain. CEDEAO, on peut dire, bon, on connaît, mais c'est l'Afrique. Et quand on parle de l'Afrique, vous avez le Rwanda, l'Afrique du Sud, le Kenya, l'Éthiopie, qui sont des pays quand même très avancés en matière d'agriculture. Et le Bénin est 5e. Le Bénin qu'on considère petit. Et donc, ça veut dire qu'il y a un savoir-faire qui a été accumulé aussi bien au niveau des acteurs des chaînes de valeur, les producteurs, il faut leur rendre hommage, mais aussi en termes de la qualité de la politique, de l'action publique, qui permet de les accompagner et de les assister sur les défis qui dépassent le producteur pris individuellement. Donc, avec tout cela, et avec les réformes qui sont en cours au niveau donc du secteur agricole et portées par différents pôles, que ce soit les questions de semences dont nous avons parlé, les questions de mécanisation qui permettent de labourer à temps, de semer à temps, pour profiter justement de la pluie, les questions d'intrants, dont la distribution est devenue plus efficace, mais aussi l'utilisation avec plus de contrôle, la motivation au niveau des producteurs qui, pour certaines filières qui sont bien structurées, sont payées à temps, telles que le coton. Et aujourd'hui, la phase de développement industriel qui est amorcée au niveau donc de l'agroalimentaire, tous ces facteurs combinés, me semble-t-il, créent un écosystème dont l'ensemble des acteurs ont une motivation pour aller loin. Et cette communion d'esprit autour des enjeux du secteur agricole, rien que ça, est un facteur de réussite. L'agriculture ne doit pas être un métier où on va parce qu'on n'a pas d'autre choix. C'est ça la ligne du gouvernement. Remercier les producteurs parce que c'est grâce à eux. On a beau élaborer une politique agricole la plus belle au monde, la décision se prend au niveau de l'exploitation agricole, au niveau du chef d'exploitation agricole. Et ça, il faut reconnaître ce mérite
à nos producteurs grâce à qui nous avons des produits pour manger. Quand on fait couverture 160% des besoins en céréales, c'est grâce à eux. En combinaison avec tout l'effort que le gouvernement fait. Si aujourd'hui nous sommes premiers producteurs de coton africain depuis près de 5 ans, si aujourd'hui on dit que le Bénin a l'agriculture la plus performante de l'espace CEDEAO et 5e au niveau africain, c'est d'abord à eux. C'est grâce aux efforts du gouvernement, c'est grâce à la vision du chef de l'État, à sa foi en l'agriculture. Et donc, dire que l'amour du gouvernement pour la population agricole, il n'y a pas de débat autour. Et les efforts vont être poursuivis pour démontrer cet attachement à cette population qui nous nourrit, qui conserve nos valeurs, qui conserve nos génétiques. Ça là, c'est un aspect extrêmement important. Et donc, pour finir, le soutien du gouvernement, que ce soit sur les questions pour améliorer l'accès aux intrants, pour améliorer l'accès au crédit, pour améliorer la qualité de nos voies pour qu'ils aient plus l'accès au marché, pour qu'ils aient accès à des marchés plus rémunérateurs, il n'y a pas à douter de cela. Pour que notre agro-industrie fonctionne et qu'il y ait des effets retour sur les producteurs, c'est un enjeu stratégique. Et que le gouvernement est décidé à faciliter, à appuyer les coopératives, à faciliter l'organisation des acteurs pour qu'ils puissent mieux être efficaces dans ce qu'ils produisent et gagner mieux. Les questions de semences de qualité, la maîtrise de l'eau, c'est des chantiers sur lesquels le gouvernement est décidé à les accompagner. Et il y a quelques nouvelles opérations dans le portefeuille qui vont voir le jour. Il y a un grand programme qui est en train d'être élaboré sur les protéines végétales et les oléagineux, c'est-à-dire le niébé, le wanzhou, le doiwe ou lentilles de terre et tout ce qui est protéines végétales, les oléagineux, arachides et autres, qui est en train d'être mis en place pour que nous puissions manger ce que nous produisons, pour que nos cantines scolaires, les repas servis aux enfants soient mieux enrichis. Il y a d'autres opérations qui portent sur les élevages de ruminants qui vont intervenir et la maîtrise de l'eau. Tout ça, c'est des aspects essentiels, des leviers essentiels sur lesquels le gouvernement insiste et qui va changer la vie des gens, les rendre plus riches et permettre à ce que nous ayons une classe moyenne qui grandit, mais surtout où les producteurs ont une grande place.